C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. Avant de marquer la pause, nous étions en train d'évoquer le cas du Sénégal où l'opposant Ousmane Sonko a repris sa grève de la faim qu'il avait observée depuis plusieurs semaines déjà, qu'il a dû interrompre après plusieurs rencontres avec des imams et des marabouts. Aujourd'hui, il reprend donc cette grève de la faim qui, selon lui, est le seul moyen de résistance aujourd'hui. Et Dominique Lacmon, vous pensez que Ousmane Sonko est politiquement mort? Oui, je disais ça que tout est parti de comment il a géré sa popularité. Quand j'étais en train de décrire si quand on aspire être président d'un pays réellement sans langue de bois, il y a certains comportements qu'il faut adopter. Et c'est ce qui a manqué un peu dans le comportement d'Ousmane Sonko, leader des jeunes qu'il était au début, celui-là que la jeunesse trouvait en lui. Et, une image, quelqu'un qui incarnait la jeunesse, il s'est fait vraiment sous l'effet de la rue, il s'est trompé de manière à faire. Donc aujourd'hui, il est dans cette situation, c'est que pratiquement, il est en train d'être réduit. Parce que moi, j'ai dit, il est réduit, même que quand on le dise, comme l'a décrit mon frère, que Ousmane Sonko est populaire, est très populaire, un homme politique très populaire. Même aujourd'hui, si on le laisse avec tout ce qui est déjà mis en place, je ne pense pas qu'il peut retrouver cette popularité d'autant. Il a pratiquement tout perdu, en fait. C'est ça que j'ai dit. Mais là, si tout n'était pas parti à partir des déclarations qu'il a faites sur les ministres et on a cherché des choses à mettre sur sa voie et à rentrer dans d'autres choses, Ousmane Sonko devait être un grand leader. À ce stade, moi, je voudrais peut-être que sa grève de faim, qu'il arrête et que aussi il cherche des cadres proches pour aller dialoguer avec le pouvoir. Il faut toujours dialoguer. Quand on dit président Macky Sall, c'est lui qui met en place les choses. Toi aussi qui es en face de la situation, il faut chercher à discuter avec le pouvoir en place. Pourquoi il n'y a pas de discussion? Il faut que son entourage puisse aller discuter. Et oui, c'est vrai, nous reconnaissons le tort. Il faut d'abord reconnaître ce qu'on a fait et puis discuter. C'est pas tout qu'on doit attendre de la justice. Si aujourd'hui, on doit attendre des décisions de justice, celui qui perd, c'est Ousmane Sonko. La preuve, vous avez dit, la justice de quand sera donnée et on a exigé qu'on lui rétablisse son nom sur la liste électorale et qu'on lui donne sa carte d'électeur. Mais les avocats du pouvoir ont fait appel. Oui, mais l'appel n'est pas suspensif. Mais le pouvoir n'est pas suspensif. Ça a été bien notifié. Mais ils ont fait appel quand même. Oui, ils se sont pourvus en cassation. Voilà, ça veut dire que le dossier reste là et Ousmane Sonko est toujours en attente sur son sort. Mais les préparatifs pour les élections commencent déjà au Sénégal. Donc ça veut dire que le problème, pour régler ce problème de façon judiciaire, c'est que celui qui doit perdre, c'est toujours lui. Il faut qu'il puisse avoir aussi changé sa manière, aller discuter. Il faut aller discuter, son entourage aller discuter. Ça se fait, hein, c'est la politique aussi. Discuter avec le parti au pouvoir pour les conditions de sa libération. Vous allez voir tout de suite, en un rien du temps, il sera libéré. Abel Badassé, vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'on dise qu'il est fini? Non, jusqu'à preuve de contraire, je crois que Ousmane Sonko, pour moi, n'est pas fini. On peut lui reprocher quand même d'avoir quelques excès dans son comportement par rapport à sa jeunesse, et peut-être la popularité qu'il a eue auprès de la jeunesse, bon, il l'a mal utilisée, bon, quelque part je suis d'accord, mais je pense qu'il ne faut pas aussi perdre de vue que dans la plupart des États africains où la démocratie est en marche, il y a de ces manières-là que les pouvoirs en place utilisent pour pouvoir éliminer politiquement les ennemis, les potentiels candidats. Je crois que Ousmane Sonko est victime quand même de cet état des choses. Sinon,
victime de son propre comportement. Bon, Il faut aussi le de son dire. propre comportement, peut-être on va dire qu'il a failli un peu dans l'excès dans ses agissements. Mais il faut voir aussi que le pouvoir n'a pas lésiné sur les moyens. Il faut voir comment est-ce que les arrestations de Sonko se passaient. Donc, pour moi, c'est vrai, si Sonko a eu à faire des erreurs, c'est vrai que le régime en place aussi a mis un dispositif, que ce soit juridique ou militaire, pour pouvoir tuer politiquement Sonko. Mais je crois que Sonko, avec la décision du juge de Ziguinchor, que bientôt il s'y recouvre réellement ses droits civils et politiques. Sonko n'est pas encore fini sur le plan politique, on verra. Mais comment on explique ce calme autour de lui, de la détention depuis que c'est intervenu, le déferlement populaire qu'on craignait, on n'a pas vu ça? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Quand vous utilisez, vous avez une seule manière de faire votre... vous avez une seule manière de faire votre politique ou bien d'agir et qu'on arrive à déceler, c'est-à-dire comment faire pour que cette manière-là ne soit pas là, et quand on le fait, c'est fini. Tout le monde est calme. Ils sont partis dissous. Et les principaux responsables qui animaient les rues, tout ça, presque la majorité ont été arrêtés. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit, mais c'est pourquoi on les a arrêtés. C'est Sonko qui les a fait sortir dans la rue. C'était des gens qui devaient rester dans l'ombre pour lui faire du travail de mobilisation. Aujourd'hui, avec son comportement, il les a mis tous dans la rue et qui ont commis certaines... Mais quand vous organisez une marche et qu'il y a il y a des conséquences, vous assumez. Ils sont tous ont été arrêtés par le pouvoir. Aujourd'hui, personne personne n'est là autour de lui pour faire une mobilisation. C'est ce que j'ai dit. Le pouvoir a su faire cette lecture. Ces collaborateurs-là qui animaient la rue, tous ont été arrêtés. Oui, mais les membres de son parti qui est dissous, ces membres sont quand même très actifs. Hein. Mais c'est pourquoi j'ai dit, mais il y a parmi ces membres-là qui étaient déterminants, qui ont été arrêtés dans les manifestations. Est-ce que c'est dans la grève de la fin qu'il est en train d'animer, il a énuméré ça, qu'il a ses partisans qui ont été arrêtés, ils réclament leur libération. Et bon, tout cela, c'est parce que c'est lui qui les a appelés à sortir dans la rue. Il ne fallait pas à tout moment, même un problème judiciaire, Ousmane Sonko pourrait le faire face seul à la justice. Aujourd'hui, attendre la décision. Au moment où il n'était pas encore en prison, la rue n'était pas nécessaire en fait. Ça lui a manqué du tact. C'est-à-dire que quand les manifestations à chaud, tout ça là, qui se sont déroulées, et il y a eu des morts et tout ça, n'était pas utile en ce moment. Tu es un citoyen, mais je peux me tromper, te convoquer à la justice, même si tu n'as pas raison, il faut y répondre. Et là, tu fais face à la justice, mais aux faces du monde, aux faces de la jeunesse qui te soutient, on va voir comment ce procès va se dérouler et la jeunesse comprendra. Quand on te donne une convocation et que tu appelles à la jeunesse de sortir dans la rue, c'est pour une seule convocation, parce qu'on t'a convoqué et déjà le matin, tout le monde se met à ta porte pour que non, on a convoqué notre leader, venons, on va la protéger, on va le protéger et tout. C'est ces manières-là, ces manières d'utiliser cette jeunesse qui a été aussi assoiffée, qui a été aussi... ils ont été très même fatigués de sortir tous les temps. Les gens sont fatigués même. Aujourd'hui, même s'il fait appel pour qu'il y ait une manifestation, je ne pense pas qu'il peut y avoir encore ce nombre de jeunes qui vont sortir. Les gens, ils sont étouffés. Quelle peut être l'issue de cette nouvelle grève de la faim selon vous? Non, je pense que le frère avait dit tantôt, il faudrait que, en plus de la grève de la faim, qui est un moyen légal, qu'on doit reconnaître aussi à Sonko, il faudrait qu'il trouve des moyens pour ouvrir au moins le dialogue avec le pouvoir. Parce qu'après tout, il faut discuter. Oui. On est Sénégalais, on est un citoyen sénégalais. Je pense que les problèmes du Sénégal doivent se traiter entre les Sénégalais. On ne peut pas tout le temps s'ériger en éternelle victime. Il faut sortir et discuter avec le pouvoir en place. Je sais bien que, comme je l'avais dit, le pouvoir aussi a mis des dispositifs, a mis tous les moyens pour pouvoir tuer politiquement Sonko.
mais je pense que Sonko n'est pas fini. Il y a encore d'autres méthodes que Sonko pouvait explorer pour pouvoir sortir de la prison. Et parmi ces méthodes, c'est le dialogue. Il faut demander à dialoguer avec le pouvoir. Et au même moment que vous dialoguez, il faut aussi lâcher du lest. On ne peut pas être toujours rigide, toujours tendu, parce que face au pouvoir, il est très difficile lorsque vous n'avez pas de moyens. On va passer maintenant au troisième sujet, au quatrième sujet sur mon agenda, c'est le Bénin. Le Bénin, l'ancien président revient au devant de la scène. En tout cas, le docteur Thomas Boni Yayi prend les rênes de son parti, les démocrates. C'est à l'issue du congrès ordinaire qui s'est tenu le samedi et dimanche dernier à Parakou. Parakou, nous sommes à 450 km au nord du Bénin. Nord, 450 km de Cotonou. Le parti d'opposition vise déjà les élections générales de 2026 parce qu'il faut le rappeler, en 2026, le Bénin va connaître pour la première fois de son histoire des élections générales, présidentielles, législatives et communales couplées. Mais la désignation de l'ancien président comme leader des démocrates n'a pas été du tout facile parce que deux camps s'affrontaient. Il y avait le camp Boni Yayi et le camp Éric Houndété qui dirigeait le parti jusque-là. Les soutiens d'Éric Houndété voulaient qu'il continue à la tête du parti, mais c'est finalement le camp de l'ancien président qui l'a emporté. Un des proches du chef de l'État défend son champion en donnant comme exemple Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo au niveau de la Côte d'Ivoire qui sont revenus diriger leur parti après la présidentielle. Dominique Lacmont, est-ce que Thomas Boni Yayi se rêve encore d'un destin à la tête du Bénin ou bien c'est juste un destin de président de parti? Non, ça c'est... S'il rêve encore revenir au pouvoir, c'est une erreur que l'ancien président Thomas Boni est en train de commettre. Et comme il donne des exemples comme ceux de la Côte d'Ivoire, ouais. Et qu'est-ce qu'eux aussi ils ont apporté? Mais l'autre n'est jamais revenu au pouvoir. Et bon, Babou est en train de lutter aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il va encore revenir, mais ce sont des erreurs que ces grandes personnalités à qui on estime très bien et qu'on attend à certains niveaux de décision commettent actuellement. Il a été président, et il a fait deux mandats. Et tu vois, les erreurs de Thomas Yayi Boni ont commencé à ce niveau. Tu sais, quand il a fait venir Lionel Zinzou pour le nommer Premier ministre, son Premier ministre, alors que Lionel Zinzou, qui n'était pas connu de la scène politique béninoise, et Thomas Yayi l'a préparé directement au présidentiel. C'est ce qui a fait que son parti a perdu les élections face à Patrice Talon. Mais s'il avait mis quelqu'un qui était connu sur la scène politique, je pense que ça aurait quand même un effet encore pour que son parti serait peut-être actuellement en train de diriger le Bénin. Aujourd'hui, après, il y a eu des fractions pour, comment ils appellent son parti là, FCB, non? FCBE. FCBE, où il est sorti créer les démocrates. Après, il clash parce que c'était pas dans le col, les gens ne sont pas en train de respecter ce qu'il est en train de dire. Il est parti et il revient aujourd'hui pour prendre la tête du parti. Mais peut-être pour restaurer, si il se comporte en bon rassembleur, moi je peux le comprendre, mais si c'est pour viser une quelconque élection présidentielle, ça c'est une erreur. De toute façon, chacun a son moment. Tu vois? Et quand le moment vous quitte, il faut accepter. Et accepter que le moment vous quitte avant de le quitter. C'est-à-dire que quand le moment vous quitte, il faut accepter. Son moment, il a fait beaucoup pour son parti. Et aujourd'hui, il devient une personne ressource responsable, mais viser une quelconque élection, moi je ne lui soutiens pas dans ça. De toute façon, ça va être impossible avec la constitution actuelle du Bénin. D'abord, Yayi Boni a plus de 70 ans. Ensuite, la constitution dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie, n'ayant qu'une seule vie. Donc, c'est difficile. Mais il a pris les rênes du parti Les Démocrates. Yayi Boni n'est pas n'importe qui au Bénin. Le parti veut se bâtir sur sa popularité. Oui, je pense que en réalité, c'est ça. Sinon, Yayi Boni, avoir des visées présidentielles aujourd'hui, je ne pense pas que c'est ça. C'est pas ça parce que déjà, la Constitution ne va pas lui permettre de se présenter encore.
Donc aujourd'hui, à l'approche des élections présidentielles de 2026, le parti a besoin de rassurer ses militants parce que tout compte fait, Yahi Boni reste une personnalité vraiment respectée au sein de son parti, au sein aussi des militants. C'est pourquoi aujourd'hui son arrivée à la tête du parti peut rassembler, peut fédérer les énergies qui étaient dispersées avant pour que la présidentielle de 2026 là, puisse aller en faveur des démocrates. Mais il y a aussi des problèmes internes au sein des démocrates depuis que Éric Koundété a pris les rênes du parti. Souvent, on a accusé les démocrates, ce parti-là, d'être bâti sur des bases régionalistes. Bon, ce qui a fait que en 2020, on a permis à Éric Koundété, qui est un peu du Sud, de pouvoir prendre la tête du parti. Mais la présidence d'Éric n'a pas été du tout facile parce que de temps en temps, il y a eu des affrontements, des conflits internes entre Éric Koundété et certains partisans, certains pro-Boni Yahi. Donc, c'est ça qui a amené Boni Yahi à s'immiscer très souvent dans la gestion même de la présidence d'Éric jusqu'à la fin aujourd'hui de son mandat. Je pense que Éric a eu tous les problèmes. C'est ça qui fait que lors du congrès même, quand vous lisez le discours même qu'il a prononcé, c'était un discours émouvant, plein d'émotions, de regrets, même avec des larmes, ce qui prouve qu'il y a un problème profond au sein des démocrates qu'il faut régler. C'est vrai, vous allez voir les élections de 2021, je crois, à la tête du parti, il a été obligé de faire profil bas pour laisser passer Madjougou. Donc, tout ceci, c'était des pressions faites autour du président Yahi Boni qui a fait qu'Éric Koundété n'a pas été choisi pour être candidat. Donc, si aujourd'hui Yahi Boni revient, je crois qu'il a une lourde responsabilité de pouvoir harmoniser tous ces points de vue là au sein de son parti, s'il veut réellement que le parti la fasse un bon score lors des élections de 2026. Il doit user de son expérience, de son savoir-faire pour calmer le jeu et appeler tout le monde à la table. Alors, vous parlez de crise, mais au niveau du Congrès, il a été clairement dit que ce n'est pas un bureau de crise. Donc, pour eux, pour les démocrates, c'est un bureau normal, d'autant que Éric Koundété est vice-président actuellement. Oui, mais c'est ça. C'est normal qu'il soit vice-président. C'est ce que j'ai dit, mais si Patrice... On tente d'apaiser tout le monde, c'est ça? Mais si Thomas Yahi Boni est mis à la tête du parti, je pense que c'est, comme l'a dit le frère, c'est pour jouer ce rôle-là. Pas ce rôle de quelqu'un de modérateur, de quelqu'un qui va fédérer tout le monde autour de lui pour qu'il puisse fonctionner. Si l'autre, là, on vous dit, il est vice-président, Koundété, vice-président, comme vous l'avez décrit, tout le monde sait que Thomas Yahi Boni ne peut plus se représenter à une élection présidentielle. C'est que sa place est encore... il y a quand même, il espère mieux quand même. Donc ça veut dire que tout n'est pas perdu pour lui. Ça veut dire que c'est déjà Thomas Yahi Boni fait face pour pouvoir rassembler tout le monde, y compris le camp de Koundété et son camp qui lui faisait des coups. Thomas, il faut qu'il puisse avoir cette manière de mettre tout le monde ensemble pour préparer les élections de 2026. Sinon, mais ça risque de... Patrice Talon, je ne sais pas, et bon, lui aussi, il est à son dernier mandat, mais il ne va pas se laisser faire parce qu'il prépare son camp et il y aura quand même... ils auront affaire à ce parti qui est toujours actuellement au pouvoir. Voilà. Au niveau du nouveau bureau, il y a de nouvelles têtes également qui sont rentrées. On a des têtes comme Chabi Yahi, qui est fils de Boni Yahi. On a des têtes comme l'ancien député Guy Mitopé ou d'un des avocats de Rekia Madougou, maître Renaud Agbodjo. Et en même temps, le Congrès a demandé que Rekia Madougou soit
élargie et qu'une loi d'amnistie puisse être votée pour les événements qui se sont produits, qui l'ont conduit en prison. C'est dire que le cas Madougou, les démocrates ne lâchent pas le morceau. Non, les démocrates ne lâchent pas le morceau puisque c'était elle la potentielle candidate en 2021, Oui. avant que les événements, je crois, ne tournent en sa défaveur. Si aujourd'hui elle est en prison, je pense que tous les démocrates compatissent. Et c'est fort de cela que lors de ce congrès-là, d'un commun accord, ils ont lancé cet appel-là pour que les autorités béninoises puissent trouver une des voies et moyens pour sa libération, son élargissement et qu'elle recouvre sa liberté. Je pense qu'elle a encore du soutien, elle est encore vraiment très solide au sein de son parti. Et si Rekia Madougou revenait aujourd'hui, elle était libérée, élargie, retrouvait ses droits civils et politiques, je pense qu'elle a un grand rôle à jouer au sein des démocrates. Est-ce que les relations aujourd'hui entre Thomas Boni et Patrice Talon, ça c'est vraiment très tendu à un moment donné, mais on a l'impression qu'il y a un peu de dégel. Ah oui, c'est Patrice Thomas Boni a compris qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir. Donc, et celui qui est au pouvoir, c'est Talon. Et quand tu réclames certains, à un moment, et il faut reconnaître aussi, hein, à un moment, il fallait que Talon s'impose parce que et quand tu voyais les agissements aussi de Patrice, de Yaya Boni, à un moment, il fallait pas, il voulait pas tellement considérer Patrice Talon comme président. Et quand quelqu'un qui a déjà au pouvoir, il fait cette lecture, mais il va s'imposer d'une manière. Et c'est ce que Patrice Talon a fait. Il ne va pas tout céder à Thomas Yaya Boni. Là, il n'est pas président. Ben aujourd'hui, oui, comme tu l'as, il y a un peu de froid et tout ça, mais c'est la manière de faire les choses. À un moment, c'est ce que je dis. Dans nous, les Africains, à un moment, il faut qu'on change nos manières avec les situations qui présentent devant nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Thomas Yaya Boni qui doit essayer de faire le meilleur culpa, aller vers Patrice Talon et négocier la libération de cette dame qui est toujours en prison. Il y a certains trucs qu'il faut sacrifier. L'orgueil, laissons l'orgueil. Mais quand tu sais qu'il faut tuer l'orgueil pour obtenir un résultat, mais allez-y. Il ne faut pas rester dans l'orgueil. Non, moi, je ne peux pas aller faire ça là, je ne peux pas aller faire ça. Alors que vous savez que c'est lui qui est en face. Quoi qu'on dise, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui a la manette, c'est lui qui a tout à main aujourd'hui. Ah, vaut mieux tuer l'orgueil, aller discuter pour obtenir des résultats en faveur de votre cas. Et je pense que sûrement c'est cette lecture que les démocrates ont fait pour lui mettre à la tête. Parce que les démocrates savent bien que Thomas ne peut plus aspirer à être candidat ou à une élection présidentielle où, comme il va dire, c'est moi le président du parti, automatiquement, je vais... Mais il aura son mot à dire. Voilà, il aura son mot à dire. C'est pourquoi son mot là, c'est le management qu'il faut faire. Et maintenant, actuellement, et continuer par discuter avec l'autre, le président Talon, pour la libération des autres, comme la dame Madougou. Donc, c'est ça, c'est son rôle actuellement. Il faut que Thomas Yaya Boni tue son orgueil pour aller obtenir des résultats. Oui, moi j'aimerais relever une petite chose. Ben, au sein même du bureau, je crois que ça commence par venir. Souvent, dans la plupart des formations politiques, lorsque vous avez quelqu'un qui est président du parti, on dirait que c'est lui le candidat naturel. Cela ne doit pas se passer ainsi parce qu'il faut permettre aussi aux militants de se prononcer, de choisir librement celui qui peut les représenter à une joute électorale. Je pense que c'est ce qui s'est passé au niveau des démocrates lors des élections de 2021. Où Eric était à la tête du parti, mais ce n'est pas lui qui a été désigné pour porter le flambeau du parti. Aujourd'hui, c'est Boni Yaya qui est à la tête, mais selon les textes béninois, aujourd'hui, il ne peut plus être candidat, donc c'est un autre. Mais nous savons que Boni Yaya va peser dans le choix du futur candidat à la présidentielle au Bénin du côté des démocrates. Mais est-ce qu'il faut qu'il en soit ainsi? On a l'impression, quand on regarde en Afrique, que les hommes politiques n'aiment pas aller à la retraite. Non, Boni Yaya avait annoncé partir à la retraite depuis. Mais il revient. La plupart des hommes politiques en Afrique, ici, ça a été toujours comme ça. On a vu des gens partir à la retraite, mais revenir prendre directement la tête de leur parti politique. Il y a des exemples au Togo ici qu'on peut citer.
Est-ce que c'est comme ça que ça doit Non, ça ne doit pas être. C'est ce qui est déplorable. Ça ne doit pas être comme ça. Moi, Ça ne doit pas être comme ça. En réalité, il faut, lorsque nous parlons de démocratie, il faut déjà faire cet exercice-là au sein même de nos partis, de nos formations politiques. Lorsque vous ne donnez pas la voix à la jeunesse de monter, ou bien à la jeunesse de s'exprimer, d'occuper des postes de responsabilité, vous pensez que c'est vous, toujours c'est vous qui êtes à la tête et le parti va marcher, ça va être toujours dommage et le pays aussi sera toujours comme ça. Oui, justement, c'est ce que moi-même, je fais cette observation, même ici dans notre pays. Il y a certains partis politiques qui disent non, qu'il faut que, qu'on ne veut pas, qu'il faut une alternance à la tête du pays. On dirait que l'alternance s'effectue seulement dans un seul parti politique. Mais alors que c'est les mêmes personnes qui vont aux élections avec la même personne, vous là, dans vos partis, il n'y a pas d'alternance. Vous demandez à l'autre parti de faire de l'alternance. Non, il faut que les gens comprennent que d'abord, ils doivent être servis d'exemple dans leur propre parti politique. Ce n'est pas le camp d'enfance qu'il faut toujours critiquer. Non, il faut que celui-ci ne soit pas là. Mais toi qui es là, les gens dirigeaient leur parti politique depuis il y a des années. Mais les gens sont morts présidents des partis. En réalité, c'est pas bon, ça ne donne pas une bonne image. Quand on arrive à certain âge, on doit accepter, transmettre. C'est-à-dire qu'il faut avoir formé les gens, il faut transmettre ce que vous avez appris à d'autres générations pour que ça continue. Parce que vous n'allez pas, aujourd'hui, comme on l'a dit, l'exemple du parti, de Aboibo qui est parti. Aujourd'hui, son parti semble difficilement. Oui, il y a cassure totale. Voilà, c'est difficilement se retrouver. Pourquoi? Le gars n'a pas préparé. Il n'était pas là. Il n'y a pas cette dynamique de succession. Voilà. Il n'y a pas eu. Il faut donner. Il faut organiser avant de mourir, en fait. Tu vois, non? Rester président du parti à vie jusqu'à un certain âge très, très, très avancé. Tu ne sais pas quel jour Dieu va t'appeler. Il faut céder. Et les choses vont se faire devant toi. Tu auras ton mot à dire. Et comme ça, le jour que tu quittes, tu sais que la succession est bien organisée. Il n'y aura pas de problème. Sinon, tu pars et puis les gens se battent. Toi, c'est des problèmes. Voilà. Dernier sujet, nous parlons du Togo avec ce sommet, Lomé Peace and Security Forum 2023. Ça a démarré donc hier vendredi à Lomé avec la session ministérielle. Cette conférence initiée par les autorités se tient jusqu'au 22 octobre, c'est-à-dire demain dimanche. L'ouverture officielle est prévue aujourd'hui et est d'ailleurs en train de se dérouler au moment où nous sommes en train de faire cette émission et devrait être marquée par un discours du président de la République togolaise, Faure Gnassingbé. Le forum vise le renforcement des transitions politiques vers une gouvernance démocratique en Afrique. D'ailleurs, le thème du forum, c'est... en tout cas, le forum a pour ambition, il s'efforce d'identifier des solutions audacieuses pour renforcer la gouvernance démocratique sur le continent africain, au-delà du langage formel, afin d'améliorer la compréhension des effets, des conséquences des crises politiques qui secouent un certain nombre de pays, notamment en Afrique de l'Ouest. Abel Badassé, Lomé parle de paix, de sécurité. C'est une bonne chose? Non, la paix et la sécurité sont des éléments indispensables pour la stabilité, le développement économique dans un État. Sans ces deux facteurs-là, je pense que vous pouvez disposer de tous les moyens, toutes les ressources, vous n'allez jamais vous développer. L'exemple, il faut voir la RDC, qui dans le sous-sol regorge d'immenses richesses, mais qui est en prise à des guerres avec les rebelles par ici. Donc, discuter de paix et de sécurité à Lomé, c'est une très bonne chose. Il faudrait que le contexte actuel, fait de tensions un peu partout, demande à ce que l'on puisse réfléchir sur ces deux aspects-là, sur la paix, sur la sécurité, voir comment est-ce que, quelles sont les solutions qu'il faut trouver afin que cette paix-là et cette sécurité-là puissent être assurées en Afrique. Dominique Lacmon, le thème du forum, c'est comment renforcer les transitions politiques vers une gouvernance démocratique en Afrique. Quand on lit le thème, on a comme l'impression que pour Lomé, il s'agit d'abord, de ne pas laisser ces pays qui connaissent aujourd'hui des transitions démocratiques, mais de les accompagner justement vers une transition vers une gouvernance démocratique. Oui, d'abord, si tu parles du contexte,
sociopolitique sur notre continent, pratiquement notre sous-région ouest africaine, vous comprendrez que le terme est bien choisi. Et tout ce que l'Afrique ou notre sous-région est en train de traverser, et surtout l'implication du président de la République dans ces différentes crises. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui se prend fédérateur et qui va à la recherche des solutions qui peuvent être acceptables par tous et qui sont management quand même dans ces crises-là. Je pense que tout part de là. De comment l'homme se comporte dans ces différentes crises et quand aujourd'hui il a initié ce forum de paix et de sécurité pour parler de ces questions de crise politique, de transition à Lomé, c'est déjà très salutaire d'abord pour ce fait, son engagement en faveur de la paix, en faveur de la résolution des problèmes africains à l'africaine. Là, c'est un bon choix pour notre pays d'accueillir ce forum-là. C'est ça que à partir de ça, je dis un merci au président de la République et son gouvernement qui sont en train de faire ce travail. Maintenant, par rapport au thème, mais c'est normal, quand on veut résoudre nos problèmes et on exclut déjà ceux-là qui sont impliqués dans les problèmes, mais on les met à marge des problèmes, à marge des solutions. C'est qu'on est en train de faire fausse route. Il faut impliquer tout le monde et que ceux-là aussi qu'on suppose avoir commis des erreurs dans les questions politiques, dans la démocratie, qui n'ont pas respecté les principes démocratiques. Il faut que tout le monde soit impliqué et que tout le monde apporte son éclaircissement vis-à-vis de la situation. Et là, tout le monde, autour d'une table, on puisse trouver des solutions. Je pense que c'est l'objectif du forum. Vous allez voir qu'il y a même le Burkina qui est invité, le Mali, presque tous les pays sont invités, y compris ceux-là que même l'Union africaine a exclu, a suspendu. Mais ce forum-là rassemble tout le monde, alors que c'est un forum qui a été aussi accompagné par l'Union africaine et les Nations unies. Donc c'est une bonne initiative et que on souhaite que les solutions, la conclusion de ce forum, que tout le monde puisse partir avec un sentiment, un bon sentiment. Il y a un problème parce que c'est une initiative de Lomé, comme je l'ai dit. Lomé parle de paix, mais on a l'impression, je pense qu'il y a un article d'un grand journal qu'il avait évoqué dans la semaine, que Lomé agace les pères de la sous-région. Effectivement. Je voudrais faire allusion aussi à cela dans mon intervention. Lorsque nous jetons un coup d'œil un peu en Afrique, aujourd'hui nous avons au moins 5 transitions, si je ne me trompe pas. Nous avons la Guinée, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger. Ça fait déjà 5 transitions. En Afrique, il y a même le Soudan. Il y a le Soudan, il y a le Gabon. Voilà, le Gabon. Il y a des zones de tension. Je pense qu'il est important de s'asseoir pour réfléchir sur ce qui s'est réellement passé dans ces pays-là. Quel est le nouveau contexte qui amène les causes profondes. Voilà, les causes profondes pour voir quelles sont les motivations des poutistes et qui mettent à mal les régimes démocratiques dans ces pays. C'est très important de pouvoir organiser. Moi, j'ai salué vraiment ce forum-là, comme quoi ça va être un point de départ, de pouvoir trouver des solutions profondes aux différentes crises qui secouent aujourd'hui l'Afrique. En plus, lorsque j'ai observé un peu la réaction de la CEDEAO lors de la dernière crise avec le Niger, vous allez voir que j'ai observé au sein même des dirigeants de la CEDEAO une distension, parce qu'il y avait des présidents qui étaient pour une intervention militaire au Niger, alors que d'autres disaient non, qu'il faudrait trouver une solution pacifique, il fallait accompagner le Niger. Et c'est dans cette dynamique-là que le Togo était. Et c'est cela qui a agacé aussi certains chefs d'État de la région, comme quoi le Togo peut-être jouait et continuait d'entretenir de très bonnes relations avec le Niger, surtout avec les pays où il y a eu le putsch, des pays suspendus. Et ça ne devait pas être ainsi, donc selon les interventions de ces présidents-là. Moi, je pense que ce forum-là va être l'occasion de pouvoir établir ou bien de pouvoir planifier tout ce qui est divergence entre les différents chefs d'État de la CEDEAO. Le Togo va exposer pourquoi il est important de pouvoir accompagner ces régimes-là qui sont en transition. Parce que ce n'est pas tous les putsch
il faut être aussi juste. Ouais. C'est pas tous les putsch qu'on peut condamner en Afrique. Il y a eu réellement des problèmes, de sérieux problèmes dans certains États, dans certains pays qui ont conduit à ces putschs-là. Quand bien même on sait que ça fait entorse à la démocratie, il y avait des putschs qu'il fallait quand même saluer. Et aujourd'hui, ce forum-là, paix et sécurité organisé à Lomé, doit être une occasion de pouvoir converger toutes les idées, converger les uns et les autres pour pouvoir éviter de ces conflits, voire analyser quelles sont les causes profondes de ces conflits-là et pour pouvoir les éviter demain. Sur le continent, et notamment dans la zone CEDEAO, il semble n'y avoir qu'une solution quand il y a une crise de démocratie dans un pays. On a vu et il évoquait pour le Niger, c'est l'intervention militaire. Lomé n'épouse pas trop cette perspective-là et il se dit que l'attitude des autorités togolaises est assez ambiguë. Oui, tu vois, et la stratégie de Lomé, c'est pas nouvelle. Si je prends par exemple la crise sécuritaire, mais le président Faure, avec son gouvernement, ils ont analysé et ils ont fait des propositions, certaines propositions, comment résoudre les problèmes sécuritaires. C'est-à-dire tout part de la recherche des facteurs qui rendent vulnérables, les facteurs de vulnérabilité. Il ne faut pas seulement tout de suite, parce qu'il y a eu un coup d'État, et puis on suspend le pays, on accuse les putschistes, mais il faut aller au fond et puis comprendre les causes de ces coups, comme l'a dit, de ces coups d'État, les causes, quelles sont les réelles causes. Là, quand on diagnostique ces causes-là, on peut apporter des solutions et désormais on peut éviter ce genre de coups d'État. C'est comme ça que le Togo aussi a opéré certains trucs par rapport à la crise sécuritaire. On a mis certains mécanismes souples pour résoudre ces problèmes sécuritaires. Et aujourd'hui, si ça se transpose sur le plan international pour résoudre les problèmes de sécurité en Afrique, le Togo, c'est un bon exemple dans ces mesures-là. Et comme tu l'as dit, les autres se trouvent un peu marginalisés parce que le Togo œuvre pour la pacificité dans la résolution des problèmes, c'est de façon pacifique, que ça ne soit pas un mécanisme toujours bruyant, militaire ou des sanctions pour assoiffer. À un moment, il faut rénover en fait. Et je pense si Lomé, à travers le forum de Lomé, on peut trouver certaines solutions à nos problèmes. Là, c'est mieux. Au lieu d'attendre qu'il y ait un coup d'État pour suspendre le pays, pour mettre les gens. Quand tu suspends un pays, ce n'est pas le putschisme seulement qu'on a suspendu. C'est toute une population qui souffre. Quand le Niger est suspendu, on ferme les frontières, mais les approvisionnements, mais ce n'est pas au général Tiani ou bien à Assimi Goïta ou comment il s'appelle, le capitaine Traoré, qu'on est en train de primer, c'est sa population et c'est les gens qui souffrent aujourd'hui. Et si on peut partir d'un diagnostic des problèmes, et comment résoudre les problèmes de manière pacifique, je pense que c'est une bonne solution. Et ce forum de Lomé, c'est une opportunité également à saisir. Que les gens ne se voient pas lésés dans ça pour dire que, mais pourquoi c'est le Togo? Non. Mais le Togo, ce que le Togo fait, il faut analyser sur le côté positif, tout simplement. C'est pourquoi je parle de tuer. Pour qu'on puisse avoir à trouver des solutions à nos problèmes, nous devons tuer notre orgueil. L'Africain est trop orgueilleux tellement que quand l'autre propose une solution qui est meilleure, on pense que la personne, on lui traite de traître ou de choses. Non, mais ce qu'il propose, est-ce que c'est bon ou quand on parle d'une intervention militaire? Mais ce n'est pas Tiani, sur Tiani, on va aller tirer. Pour arriver à trouver Tiani dans son palais là-bas, il faut marcher sur les civils. Mais ça, là, qu'est-ce qu'on aurait gagné? Sur seulement Tiani, là, qui a pris le pouvoir. Seulement, lui, son ami d'hier, hein, c'est vrai qu'on défend les principes démocratiques, mais c'est les gens qui cohabitaient, ils prenaient leur vin ensemble. Aujourd'hui, quelqu'un a décidé de lui prendre. Et à cause de ça, on va aller tuer tous les Nigériens pour le faire partir pour son ami. Moi, je ne suis pas d'accord. Et quand j'ai vu cette décision du Togo, moi, j'ai salué. Aujourd'hui, une opportunité offre à tous les Africains de venir s'asseoir, discuter, réfléchir, chercher les causes profondes des crises politiques dans nos États et proposer des solutions. Ça, c'est déjà un diagnostic. On pourrait faire la cartographie des facteurs de vulnérabilité et que chaque pays va tenir compte.
En même temps, ce dont on accuse Lomé, c'est de prendre des initiatives isolées, des décisions qui sont normalement prises, par exemple, que ce soit par la conférence des chefs d'État et de gouvernement ou bien le Conseil des ministres de la CEDEAO, par exemple. Le Togo participe à ces rencontres, les décisions sont prises, mais ce genre d'initiative où on dit qu'il faut accompagner ces pays en transition vers une gouvernance démocratique donne l'impression d'être des initiatives isolées. Bon, en fait, même si c'est une initiative isolée, il faut voir déjà la nature de cette initiative-là. Est-ce que c'est une bonne initiative qui peut amener à la paix, à la sécurité, et qui peut amener tous les protagonistes d'une crise sur la table de discussion? Là, si c'est comme ça, il faut saluer cela. C'est pourquoi le monsieur Dominique parlait tout à l'heure d'orgueil qu'on doit laisser de côté. Bah, je vois, lorsque, pour le cas du Niger, il y avait une délégation de la CEDEAO qui n'avait pas été acceptée à Niamey. Mais c'est grâce à la médiation du président togolais que une autre délégation de la CEDEAO a été acceptée au Niger. Mais s'il n'y avait pas ce travail de coulisses fait par Lomé, est-ce que l'échange avec la junte nigérienne serait possible? Entre la CEDEAO et la junte nigérienne serait possible? Ce n'est pas possible. Donc, quand bien même cette organisation sous-régionale prend des décisions, ça, c'est à leur niveau. En dehors de ça, chaque pays individuellement peut prendre des mesures et établir des connexions avec tel ou tel élément pour pouvoir favoriser un dialogue et ramener la paix. Je crois que c'est très important. Moi, l'attitude de la CEDEAO face à la crise nigérienne, moi, je ne l'avais pas acceptée. C'était une attitude va-t-en-guerre prônée par quelques présidents. Moi, je n'avais pas accepté cela parce que c'est comme une solution qui a été imposée de l'extérieur. Vous voyez déjà de quelle puissance moi je voudrais parler. Donc, si aujourd'hui, avec ce forum-là, on pouvait trouver des solutions aux problèmes africains, moi je souhaite, et c'est ça qui est meilleur d'ailleurs, que à tous les problèmes africains, tous les Africains même s'asseyent pour trouver des solutions à leurs problèmes endogènes, que de pouvoir demander à l'Occident, demander à certaines puissances comment faire pour régler tel problème alors que vous êtes les premiers concernés dans ces problèmes-là. C'est à vous maintenant de trouver des solutions et des solutions qui soient des solutions propres à vous. On entend quand même de ce forum des recommandations, des recommandations, des propositions pertinentes. Ça va être, quand je réfléchis à ces recommandations, parce que le problème qui est abordé est un problème factuel, quand je réfléchis à ces recommandations, ça va être finalement de dire quoi, quand il y a les pays qui connaissent déjà des transitions démocratiques, il vaut mieux les accompagner à trouver des solutions aux problèmes sécuritaires, aux déficits démocratiques et tout, pour une solution durable. Ça va être des choses comme ça? Oui. D'abord, comment le forum va permettre d'abord de diagnostiquer les problèmes. Quand si les problèmes sont diagnostiqués, ça dit que c'est pourquoi j'ai dit, au lieu que quand il y a un coup d'État, il faut exclure il faut suspendre les pays de toutes les instances décisionnelles. Comment vous allez comprendre les ambitions de ceux-là qui ont fait le coup d'État? C'est-à-dire qu'il faut chercher à les comprendre. Et c'est ce que le Togo fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut perdre un coup d'État, il faut aller vers la personne, comprendre pourquoi, pour quelle raison tu as fait ceci. C'est vrai que nous voyons de façon globale et le truc, l'acte n'est pas... ce n'est pas appréciable, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas normal, mais il faut aller vers la personne pour comprendre. Donc, quand ce forum, ils sont invités, ils vont donner les raisons, ils vont évoquer les raisons pour lesquelles ils ont perpétré ce coup d'État. Et ces raisons-là, à partir de ça, on fait une cartographie et ces problèmes-là, il faut les résoudre. Donc, dans les recommandations, il faut aller vers la résolution de ces problèmes. Par exemple, si un putschiste dit aujourd'hui que j'ai fait un coup d'État, je donne l'exemple de la Guinée, c'est parce que Alpha Condé a fait un truc, comment il a révisé une constitution qui l'a permis de faire troisième mandat. Ouais. Parce que voilà pourquoi j'ai fait un coup d'État. Au cours du forum, ils vont analyser si la révision constitutionnelle n'est vraiment qu'un facteur déterminant pour que quelqu'un puisse faire un coup d'État. Mais on va faire une recommandation par rapport à ça. Ça veut dire que le problème a été diagnostiqué. Si les gens vont parler de la mauvaise gouvernance, peut-être
qui m'a permis de faire un coup d'État. Ils vont analyser, ils vont discuter dans quoi il fait mauvaise gouvernance, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que lui maintenant il compte apporter comme solution à cette mauvaise gouvernance. Et dans ces solutions proposées, à la fin du forum, on fait une proposition. Chacun des pays qui connaissent un peu ces situations vont évoquer les problèmes qu'ils ont analysés, qui les ont poussés à vivre ça. Et ceux qui sont dans la stabilité aussi vont donner pour eux pourquoi leurs pays sont stables et tout ça, de façon conjuguée, on arrive à un document qui va être recommandé par tout le monde. Merci Dominique Lacmon, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Abel Badassé, merci à vous également d'être passé. C'est moi qui vous remercie, M. Samuel. Et merci à vous tous d'être restés en notre compagnie pour cette émission. On se donne rendez-vous le samedi prochain.